Je vais continuer un petit peu dans la même lancée que ce qu'on vient d'entendre. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette question de, quand on enseigne avec l'IA générative, de comment choisir des tâches qui sont pertinentes. Euh, alors, je vais donner une petite introduction juste pour vous expliquer d'où je viens et qu'est-ce qui a, comment dire, en quoi d'où je viens peut aussi influencer ce que je vais vous raconter ou ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ensuite, je vais me poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le produit de l'IA générative pour nos étudiants? Donc, nous, comme enseignants, de demander un texte à l'IA générative et d'utiliser ça comme modèle lorsqu'on enseigne. Je vais ensuite essayer de répondre à cette question de la création de tâches pertinentes en proposant un modèle de littératie en IA et finalement revenir un peu sur la question de l'expérimentation parce que voilà, comme l'a dit déjà Christian, bah, on sait des choses déjà maintenant, on ne sait pas tout. Donc, il faut expérimenter, il faut tester et je vais vous donner un petit exemple de comment on peut faire ça. Donc, en introduction, donc mon positionnement, comme l'a dit Sophie, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de casquettes, mais en premier lieu, je suis quand même une enseignante de langue et une sociolinguiste. J'ai aussi un rôle de management de direction et en prenant un petit peu les deux, du coup, je fais énormément de recherche-action pour nourrir mon enseignement et pour aussi nourrir mes décisions managériales et de direction. Donc, tout est un peu lié. Et j'ai participé pendant 4 ans à un projet au niveau suisse qui s'appelle Digital Literacy in University Contexts, qui était un projet avec 4 universités et nous avons travaillé, nous, c'est à la fin ici dans les Focus Tracts, sur la littératie en IA. Et quand ChatGPT est arrivé, donc à partir de 2023, on a aussi repris la question des IA génératives plus globalement. La première chose qu'on a fait, c'est une grande enquête sur la traduction automatique. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce qu'a dit Christian par rapport à ça, notamment le fait que beaucoup d'utilisateurs utilisent ces outils à mauvais escient. On a publié aussi quelque chose et ensuite on a lancé une campagne d'intervention auprès d'enseignants de langue, d'étudiants en université, de chercheurs et chercheuses, également du personnel administratif des universités. On a un peu tourné dans toute la Suisse. J'ai aussi fait quelques interventions ailleurs en Europe, mais pour vraiment essayer de développer la littératie en TA des enseignants de langue. On a aussi créé un règlement pour l'utilisation de la TA dans les hautes écoles. Et en parallèle, donc, beaucoup de recherche-action pour tester soit des séquences didactiques, soit des protocoles pour développer la littératie en TA. Et plus tard, évidemment, la littératie en IAGEN plus généralement. Donc, c'est là-dessus que je me base, en fait, pour mon intervention, en pensant vraiment que on peut très facilement passer de tout ce qu'on a acquis maintenant depuis plusieurs années sur l'utilisation de la traduction automatique dans l'enseignement-apprentissage des langues et appliquer ça à l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement-apprentissage des langues pour une raison très simple, c'est que les modèles techniques qui sont à la base d'outils comme DeepL et d'outils comme ChatGPT sont identiques. Donc, c'est les Large Language Models et c'est l'architecture des Transformers. Donc, c'est exactement la même chose. Techniquement, c'est des outils qui sont extrêmement similaires. On a peu de recul sur l'IA générative, mais on a pas mal de recul sur la traduction automatique, qui est là depuis 2016. Il y a eu beaucoup de recherches qui a été faites, notamment parmi les traducteurs et traductrices, qui ont fait beaucoup de recherches. Et on peut se baser sur cette recherche pour en savoir un petit peu plus sur l'impact de l'IA-GEN. Finalement, par rapport à mon positionnement, je suis très suisse, donc neutre évidemment, mais j'ai un positionnement, disons, qui reste
Au milieu, je ne suis pas une technophile terrible. Je déteste pas non plus la technologie, donc je reste vraiment bien au milieu, avec un positionnement critique qui est basé sur ces informations qui sont étayées scientifiquement et qui viennent en partie des recherches sur la traduction automatique, et une expérimentation personnelle soutenue de divers outils d'IA générative et aussi les nombreuses recherches d'actions que je lance un peu dans tous mes cours un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, cette première question, donc, utiliser le produit de l'IA générative pour nos étudiants. Alors, je ne sais pas si vous le faites déjà. Je sais que moi, j'ai essayé à pas mal de reprises de le faire, pas toujours de façon très positive, mais disons, en parlant autour de moi à mes collègues qui utilisent justement l'IAGEN pour tout d'un coup créer un texte, pour résumer un article qu'ils trouvent sur Internet, ou simplifier un article, etc. On peut dire que, bah, voilà, ce qu'on m'a dit, c'est moi, je l'utilise parce que ça me permet de gagner du temps. Des fois, j'ai pas le temps, alors vite, je le passe dans Copilot et ça me donne quelque chose. D'autres m'ont dit, je le fais parce que le résultat est hyper bluffant et ça marche trop bien. Certains collègues me disent, en fait, ce qui est utile, c'est le fait que je peux avoir un texte sur mesure. Je sais que je l'ai fait moi-même. J'enseigne un cours de vocabulaire. Et puis, ce que je fais des fois, c'est que ben, je fais des textes à trous avec les mots que mes étudiants sont censés apprendre d'une semaine à l'autre. Et puis, ils sont censés remettre les mots qui manquent. Ben, je peux créer le texte très facilement grâce à ChatGPT. On peut aussi se poser la question, est-ce que les textes qui sont produits par l'IAGEN sont des textes authentiques? Est-ce que c'est plus authentique qu'un texte que moi, j'aurais créé pour ça? C'est une question que je pose, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a cette idée que vraiment en utilisant la machine, on va gagner du temps. Pardon, c'est ce que montre ici ce petit résumé que j'ai reçu aujourd'hui pour un webinaire qui montre justement comment utiliser et transformer des leçons grâce à l'IA. Hein. On nous dit qu'on va voilà, permettre de streamline lesson planning, ça ira beaucoup plus vite. C'est des stratégies qui vont permettre un boom dans l'efficacité, etc., etc. Donc voilà, on nous promet beaucoup de choses, ça a l'air vraiment très bien. Et on peut se poser la question, bah, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Ce qu'on sait par rapport au texte qui est produit par l'IA générative, c'est qu'il va avoir des faiblesses. Hein. Christian l'a déjà montré en, avec l'exemple de DeepL, mais c'est exactement la même chose pour un texte qui est produit par ChatGPT ou Copilot. Parce que les outils d'IAGEN ont certaines faiblesses. Ils ont besoin de contexte. Pour DeepL, c'est une phrase. Pour ChatGPT, ça va être un prompt. Si vous ne donnez pas assez de contexte dans votre prompt, si vous ne prenez pas le temps d'écrire un prompt qui est assez explicatif, qui donne du contexte, qui dit vraiment ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir un résultat satisfaisant. On sait aussi que les utilisateurs et les utilisatrices sont paresseux et ne vont pas prendre le temps d'écrire des prompts. Pas beaucoup de temps pour écrire des prompts longs avec beaucoup de contexte, ou alors justement ne vont pas prendre le temps d'écrire une phrase pour chercher un mot quand ils utilisent un traducteur automatique. On n'a pas encore parlé des biais qui sont inhérents aux produits des outils d'IA générative, que ce soit des biais syntaxiques, que ce soit des biais de genre, des biais de race, des biais de... Ah, je ne me rappelle plus comment on dit ça en français. Ableism, les personnes, voilà. Il y a aussi des erreurs, il y a des hallucinations, on le sait tous. La question aussi du produit de la TA, de plus en plus de recherches maintenant même sur le produit de ChatGPT montre que ces machines vont vont répéter toujours un peu les mêmes mots. On va avoir toujours les mêmes mots, toujours les mêmes structures syntaxiques qui vont
venir en avant. Et donc, on a beaucoup moins de richesse syntaxique, beaucoup moins de richesse aussi lexicale qu'un texte qui va être écrit par une personne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, les machines ne peuvent pas se nourrir elles-mêmes. Donc, on pourrait imaginer que pour continuer à apprendre, la machine pourrait produire du texte elle-même qui permettrait de la nourrir et de la faire avancer, de la faire apprendre plus, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on fait ça avec un modèle, ce qui se passe, c'est un modal collapse et ces modèles ne fonctionnent plus du tout. Donc, par exemple, OpenAI maintenant engage des écrivains pour écrire des textes uniquement pour entraîner la machine. Parce que les machines ne peuvent pas s'entraîner elles-mêmes. Et la dernière chose, c'est aussi, ce que Christian a mentionné avant, c'est le fait que donc, ces machines vont produire du texte, mais ne produisent pas du sens. Le sens qui est produit est uniquement produit parce que nous, en tant que lecteurs, faisons sens de ce qui est écrit, mais la machine donc n'a pas de possibilité de faire du sens. C'est un perroquet stochastique, selon certains chercheurs. J'aime beaucoup cette expression du perroquet qui parle mais qui ne comprend pas ce qu'il dit. Ces faiblesses des outils d'IAGène sont très très bien connues. Les faiblesses des utilisatrices et des utilisateurs qui vont lire le produit de l'IAGène sont peut-être un peu moins souvent mentionnées. Et puis, c'est là-dessus que je voulais peut-être m'appesantir un peu aujourd'hui. Un autre problème qu'on connaît grâce à la traduction, c'est le problème du priming, qu'on appelle amorçage en français. Donc, ce qui se passe, c'est que les êtres humains ont tendance à reproduire ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent. Donc, si on commence à lire uniquement des textes qui ont été écrits par des machines, vu que ces textes, en raison du machine translationese, sont moins riches syntaxiquement et moins riches lexicalement que les textes qui ont été écrits par des personnes, ben, sur le long terme, on peut s'attendre à un appauvrissement des idées et de la langue. Alors, est-ce que c'est un problème pour les apprenants? Je pense que pour les apprenants débutants, ce n'est pas du tout un problème, d'accord? Donc, peut-être déjà faire une différence ici en disant, OK, pour des apprenants C1, C2, on ne va pas partir avec des textes qui sont écrits par l'IA, justement en raison du machine translationese. Peut-être pour les étudiants débutants, ce n'est pas du tout un souci. La prochaine faiblesse des utilisatrices et des utilisateurs que je voulais mentionner, c'est la question de la charge cognitive. Il a été démontré que relire un texte qui est créé par une IA, donc c'est ce qu'on appelle la post-édition, parce que l'idée de relire le texte, c'est qu'on va corriger les erreurs, essayer de l'améliorer, en fait. Et la post-édition a été extrêmement recherchée dans les études de traduction. Et on a montré que relire un texte qui est écrit par DeepL, c'est très, très difficile de trouver les erreurs, même pour les personnes de langue maternelle. C'est ici cet article de Lokele Shoget qui montre ça. C'est des apprentis traducteurs qui relisent les textes dans leur langue maternelle et qui ne trouvent pas les erreurs. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? La première raison, c'est la question de la charge cognitive. Ça demande énormément de brain power, de chercher les erreurs parce qu'il ne faut pas rester à la surface en fait des mots. Ce n'est pas des erreurs faciles à repérer comme un S qui manque ou tout d'un coup un verbe qui va être mal conjugué. Souvent, les erreurs sont dans le message et pas dans l'enveloppe, dans la langue. Et c'est pour ça que Martindale et Carpiot, en 2018, ont proposé
j'y arriverai, ont proposé le concept de false fluency, de fausse aisance ou crédulité, qui est la prochaine et dernière faiblesse dont je vais parler aujourd'hui. Je vais revenir rapidement sur cette sur cette expérience de Martindale et Carpuet, qui ont fait ça donc avec des traducteurs à qui ils ont demandé de lire 3 traductions différentes d'un même texte. Donc, ces personnes avaient à disposition le texte source et 3 textes cibles. Un texte qui était le texte contrôle, qui était assez bien écrit et qui ne comportait pas de fautes. Un texte qu'ils ont appelé Disfluent, qui était un texte qui était assez mal écrit, qui comportait quelques erreurs de langue, mais par contre qui respectait à 100% le sens du texte de départ. Et le dernier texte, c'était celui qu'ils ont appelé Misleading, qui était une traduction magnifique, très très belle en termes de langue, mais qui comportait des fautes en termes de messages transmis. Et comme vous pouvez le voir ici dans ce tableau, 57% des personnes interrogées ont considéré que ce texte très très bien écrit était le meilleur texte, donc a eu vraiment une attitude très positive face à ce texte. Ça nous montre qu'on a tendance à faire confiance à un texte qui est bien écrit. Et c'est ce que semble aussi montrer une expérience qui a été menée par Fife sur un ancêtre de ChatGPT. Fife a demandé à ses étudiants d'utiliser donc ce GPT-2 pour écrire leur travail de fin de semestre. Et il a repris certains témoignages des étudiants. Et ici, c'est 2 témoignages d'étudiants qui me semblent intéressants. Le premier, sometimes the passage said the exact opposite of what was true, but the way it was worded seemed so professional and authentic. I was almost convinced. Donc voilà, on est tenté de prendre dans le texte quelque chose qui est très très bien écrit, mais qui est faux. Et le suivant, I was usually able to find sentences that flowed in a similar way to my writing, even if it wasn't what I had in mind in terms of content. Donc de nouveau, hein, on met en arrière le contenu de la phrase perd de l'importance. Ce qui va être important, c'est que ça sonne bien, c'est une bonne phrase. Donc, la fausse aisance, c'est quoi? Cette crédulité, c'est quoi? C'est que en tant qu'être humain, relecteur, relectrice, on va faire confiance au texte qui est produit par la machine parce qu'il a une très bonne tenue grammaticale et orthographique. C'est ce qu'on appelle la fluency. Et pas en raison du message qui va être transmis, l'accuracy. Et très franchement, quand on relit un texte écrit par ChatGPT, c'est très difficile de passer par-dessus cette barrière. J'en ai encore fait l'expérience très récemment. Une de mes collègues a utilisé ChatGPT pour produire des exemples qu'elle voulait transmettre à ses étudiants, de comment citer ChatGPT et comment ChatGPT pouvait aider dans l'enseignement. Et puis, elle a laissé passer des choses, elle a relu pourtant plusieurs fois, elle a transformé tout ça. Et moi, en repassant derrière, j'ai encore repéré 2-3 fois où ChatGPT se vantait terriblement de pouvoir faire des merveilles avec le texte des étudiants. Donc, on a des choses comme ça voilà, qu'on laisse des fois passer. Donc finalement, après avoir posé tout ça, on peut revenir sur ces avantages dont j'ai parlé avant et vraiment se poser la question, est-ce que vraiment on a un gain de temps quand on utilise ChatGPT pour, par exemple, simplifier un texte qu'on trouve sur Internet pour nos étudiants? Si on prend en compte le temps d'écrire un bon prompt pour avoir un bon résultat, ça va déjà nous prendre beaucoup plus de temps que juste écrire une ligne et mettre le texte. Bon, une fois qu'on a notre bibliothèque personnelle de prompts, après on peut les réutiliser plus ou moins, mais quand même, il faut prendre ça en compte. Il faut aussi prendre en compte la relecture minutieuse qui va demander une charge cognitive accrue par rapport à un texte qui va être écrit par un journaliste. Donc, finalement, est-ce qu'on gagne vraiment du temps en utilisant ChatGPT? Ensuite, la question, bah oui, c'est bluffant. Bah oui, c'est bluffant et souvent on est bluffé
Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que le sens, est-ce que le message du texte de ChatGPT ou de l'IA générative est toujours à la hauteur? Et quand on commence à gratter, à regarder, je vous assure qu'on est tout de suite très déçu. Finalement, la question du sur-mesure, ben oui, effectivement, on peut faire du sur-mesure et ça, c'est vraiment très positif. Mais il ne faut pas oublier la relecture attentive. Et pour moi, la question des textes authentiques est vraiment relativisée par rapport à cette question du machine translation ease et du priming. Euh, donc, de nouveau, c'est ce que je disais, pour des étudiants avancés, peut-être pas, pour des étudiants débutants, ça peut fonctionner. Voilà un petit peu ce que je voulais présenter par rapport à ce premier point. Et je vais maintenant passer à la question de la création des tâches, de savoir ben, dans quel type de tâches on peut utiliser l'IA générative. Et pour ça, j'aimerais présenter d'abord un modèle de littératie en IA générative que je trouve qui pour moi fonctionne très bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce modèle d'IA générative? Parce que, on l'a dit, c'est extrêmement important d'assurer une équité au sein de la classe. En termes des outils qui sont mis à disposition, je ne sais pas comment c'est dans vos institutions, mais je pense que c'est vraiment important maintenant qu'il existe un outil institutionnel. Euh, Par exemple, nous, à l'Université de Neuchâtel, on a Copilot et tous nos étudiants ont accès à Copilot et ça nous permet en fait d'avoir une uniformité dans les outils qui sont à disposition pour les étudiants. Si ce n'est pas le cas, et si vous n'avez pas d'outils institutionnels, c'est très important d'utiliser des outils gratuits et d'utiliser, par exemple, GPT-3. Et encore, je n'utiliserai pas ChatGPT parce que le problème de ChatGPT, c'est il faut faire un compte. Et du coup, il faut donner et partager des informations personnelles. Et certains étudiants ne sont pas prêts à faire ça. Moi, j'ai eu plusieurs étudiantes et étudiants qui refusent. Et c'est pour ça que personnellement, donc avant qu'on ait copilote, moi j'utilisais toujours Perplexity parce que c'est la seule IA générative qui ne demande pas un accès grâce à un compte pour l'instant. Croisons les doigts. On doit aussi assurer une équité dans le profil des étudiantes et des étudiants. Et vous le savez, ben, comme avec toute nouvelle technologie, on va avoir des étudiants qui sont les premiers de classe et qui ont déjà tout essayé et qui savent faire ça très, très bien. On va avoir des étudiants qui sont un peu sceptiques et qui avancent un peu plus lentement. Et on a des étudiants qui sont totalement réfractaires et qui ne veulent pas entendre parler de l'IA générative. En tout cas, dans mes classes, c'est comme ça. J'ai vraiment toujours un peu de tout. Donc, c'est aussi important et c'est le rôle de l'enseignant, et je pense que c'est un nouveau rôle de l'enseignant, comme le disait Christian avant, euh, de développer la littératie en IA des apprenantes et des apprenants. Si on veut utiliser l'IA en classe de langue, créer des tâches avec l'IA, eh ben, il faut qu'en parallèle, ces tâches développent aussi la littératie en IA des apprenants. Donc, il y a plein de modèles différents qui existent de littératie en IA. J'aime bien cette définition de Pinsky et Benlian qui dit que même s'il existe beaucoup de définitions, la plupart vont se référer à finalement des... euh, j'arrive plus à trouver proficiency en français. Dimensions of human proficiency, voilà, des compétences, j'y arrive, à travers différents sujets, donc, qui vont permettre une utilisation et une interaction pertinente avec les outils d'IA. Et puis, donc, il parle de connaissances, awareness, skills, competences and experience. Et le côté expérientiel, je pense, est extrêmement important. Et c'est ça qu'on peut faire aussi, et c'est ça qu'on peut amener justement en classe de langue. Ici, différents modèles que je trouve moyennement intéressants. Celui qui me plaît vraiment, c'est celui de Carden et al. De 2023 qui vraiment
est basé sur la communication et avec donc 4 dimensions: application, authenticité, agentivité et responsabilité. Dans l'application, ben, c'est ce que j'ai dit avant, il faut pouvoir comprendre comment fonctionnent, sans être informaticien, mais comment fonctionnent ces outils, qu'ils sont basés sur des algorithmes statistiques et ces grands langages de modèles et les énormes corpus qui mènent à des biais, qui mènent à des erreurs, et cetera, et qui amènent à ces faiblesses dont j'ai parlé avant. Et également les problèmes éthiques dont on a parlé, donc les faiblesses, voilà, et les problèmes éthiques, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde les connaît. Il faut aussi, et je pense que c'est très important, être au fait qu'on a vraiment une jungle des outils et que les apprenants sont complètement perdus et ne savent plus où donner de la tête. Ils confondent tous les outils. Pour eux, tout est IA, mais en même temps, ils ne savent pas exactement quand utiliser quel outil. Donc, c'est vraiment aussi de notre devoir d'enseignant de leur montrer et de leur expliquer ben, à quel outil convient quelle tâche. Et pour ça, eh ben, il faut expérimenter. Et je vais terminer avec cette petite expérimentation que j'ai faite ce semestre pour l'apprentissage des co-occurrences. Donc, c'était dans une classe de FLE de niveau cible B1, un cours de vocabulaire dans la filière d'études qu'on appelle année propédeutique. Et la tâche, c'était trouver les principales co-occurrences d'une série de mots que j'ai repris. J'ai créé un corpus avec tous les textes qu'on fait lire à nos étudiants dans la filière et j'ai ressorti les mots les plus fréquents. Ici, métier, enfant, travail, besoin, place, temps, émotion, œil. Voilà. Les étudiants donc, ont été divisés en 2 groupes. Un groupe a travaillé avec Copilote, donc une IA Gène. Un groupe a travaillé avec le corpus français Leipzig, donc un corpus, pour la recherche des co-occurrences. C'était une grande classe, donc ils étaient 73, je me mets au français, ces 73 étudiants ont participé à la recherche, divisé donc le groupe en 2, mais on avait un bon nombre d'étudiants pour avoir vraiment des données statistiques qui, normalement, auraient dû fonctionner. Comme données, on avait les verbes et les phrases d'exemple que nous avons récoltées, qui ont été récoltées par les apprenants et que nous avons donc récoltées. Et aussi les réponses à un questionnaire auquel les participants avaient répondu au cours suivant. Donc, on leur avait posé des questions comme est-ce que vous avez apprécié l'outil? Est-ce que vous allez réutiliser l'outil? Etc., etc. Alors, les résultats sont assez intéressants. En termes de verbes corrects, donc dans les réponses des apprenants, dans le groupe copilote et dans le groupe corpus, comme vous pouvez le voir, on a plus ou moins, enfin, on a vraiment voilà, des profils d'étudiants très divers. Et si on regarde ici les points, on a l'impression que les étudiants avec copilote ont un petit peu mieux réussi que les étudiants avec le corpus. Mais si on regarde ici, finalement, les aires se regroupent complètement et on n'a pas un résultat qui est statistiquement pertinent. Donc, en gros, les résultats des 2 groupes sont les mêmes. Je me suis amusée à mettre tous les mots qui ont été donnés par les étudiants dans Fleulex. Et j'ai essayé de créer comme ça des profils en termes de niveau des mots qui avaient été proposés par les étudiants. Et comme vous le voyez, et cette fois, c'est par contre un résultat qui est statistiquement pertinent, les étudiants qui ont utilisé Copilote ont plus proposé de mots de niveau B2 que les étudiants qui ont utilisé le corpus. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça, c'était un exemple pour un dictionnaire lambda. On a pris quelques dictionnaires pour voir. Et là, vous voyez qu'on a quand même pas mal de mots au-dessus du niveau B1. Je vous rappelle que le niveau cible était B1, donc on aurait bien aimé avoir du violet un petit peu partout. Mais ça, c'est assez intéressant. Et finalement, les résultats du questionnaire. Donc, comme vous voyez, c'était vraiment très positif. Ils vont tous l'utiliser pour des futures occurrences, pour apprendre le FLE,
pour apprendre les co-occurrences, pour l'utiliser pour le flux en général, que c'était un outil facile, un outil pratique qui était bon pour apprendre les co-occurrences. Donc, on a plutôt quand même des réponses ici positives. Et là, j'ai mis les réponses globales, mais tout simplement parce qu'il n'y a juste aucune différence statistiquement pertinente entre les deux groupes. De nouveau, tout le monde était content. Il y a quelques étudiants qui n'ont pas aimé le corpus, mais la plupart, en fait, ont trouvé cet outil très, très bon. Donc finalement, qu'est-ce que je voulais montrer avec ce retour sur cette petite recherche-action? C'était que parfois, on a déjà un outil qui est déjà bien implanté en classe de FLE, ici le corpus. Et moi, j'étais vraiment certaine que les étudiants allaient préférer l'IA générative parce que c'était plus facile. Mais en fait, finalement, ce n'est pas le cas. En plus, les résultats ne sont pas meilleurs et les apprenants ne sont pas plus efficaces. On a regardé en termes de nombre de mots qui ont été produits par les apprenants et ce nombre de mots est aussi totalement le même dans les deux groupes. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les apprenantes et les apprenants semblaient avoir plus réfléchi quand ils utilisent le corpus. Ils vont plus proposer de mots qui vont correspondre à leur niveau. Ça veut dire qu'ils sont allés les chercher, un peu les mots qu'ils connaissaient, les mots qui leur semblaient pertinents, plutôt que juste de copier-coller la liste que leur avait donnée Copilote. Donc, quelque part, pour cette tâche précise, je ne pense pas que l'outil d'IAGEN soit pertinent. On peut continuer de travailler avec les corpus. Peut-être qu'il faudrait évidemment faire d'autres expérimentations, évidemment. Mais je pense que de continuer comme ça, de continuer à faire des expérimentations dans ce sens-là, c'est ce qui va nous permettre, dans le futur, de pouvoir aider au mieux nos apprenants à trouver des tâches pertinentes et leur proposer des tâches qui soient pertinentes avec l'IAGEN. Alors, je sais que j'ai posé pas mal de questions et j'ouvre maintenant du coup le champ aux questions. J'arrête de partager.